Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Jean-Pierre Bemba est de retour en RDC après 11 ans d'absence. Un retour salué par de milliers de personnes, mais aussi entaché de violence. Au Zimbabwe, la ZANU-PF s'empare de la majorité absolue au Parlement selon les résultats officiels. Ceux de la présidentielle restent attendus. L'éducation doit continuer et c'est par la construction des écoles. Un défi qu'une militante nigériane tente de relever au bénéfice des jeunes filles terrassées par Boko Haram. Madame, Monsieur, bonsoir. Il était attendu, il est arrivé à Kinshasa ce mercredi. Après plus d'une décennie d'absence, Jean-Pierre Bemba, qui a été acquitté par la CPI en juin 2018, a reçu un accueil à la dimension des espoirs que ses partisans fondent sur lui. Jean-Pierre Bemba, qui nourrit toujours des ambitions politiques, entend briguer la présidence et compte déposer son dossier de candidature demain. Ce mercredi, les rues étaient bondées de monde à son arrivée, comme ont pu le constater pour nous Patrick Abega et Roger Moutou. Jean-Pierre Bemba est arrivé dans la capitale congolaise 11 ans après depuis son arrestation. Un pari gagné pour son parti politique qui a pu mobiliser les habitants de Kinshasa pour l'accueillir. Calme, mais souriant face à la masse, ce leader de l'opposition n'a fait aucune adresse à la presse. Arrivé pendant que le pays traverse une crise politique non encore décantée, le membre de son parti, le MLC, l'identifie comme un symbole de l'unité nationale. Tous ceux qui ont dirigé le Congo jusque-là n'ont pas reflété les besoins ni répondu aux besoins du peuple congolais. Jean-Pierre Bemba Gombo est celui qui représente la personne qui peut remettre l'unité nationale, qui peut redonner l'identité nationale au peuple congolais. Les autres ont émis les vœux de les voir s'impliquer dans l'amélioration du social du peuple congolais. Nous sommes là très contents pour arriver notre président Bemba. Nous sommes derrière lui, nous applaudir. Rien derrière le peuple. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée historique pour le peuple congolais. Nous avons accueilli notre futur président. Jean-Pierre Bemba, c'est le futur président du Congo, notre futur président. Candidat à la présidentielle de décembre 2018, Jean-Pierre Bemba s'apprête à déposer sa candidature. Le président du MLC avait appelé l'opposition à présenter une candidature unique comme la meilleure stratégie. Pour approfondir sur cette actualité, accueillons depuis Bruxelles Henri Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique. Henri, bonsoir. Bonsoir, John. Merci d'être avec nous. Que signifie ce retour de Jean-Pierre Bemba pour la RDC, pour la classe politique, partisans et adversaires confondus? Écoutez, c'est d'abord le retour d'un poids lourd de la politique congolaise, d'abord auréolé d'un acquittement au niveau de la Cour pénale internationale. Il est clair que son retour redistribue les cartes politiques en RDC. La prochaine étape, évidemment, consistera pour lui à déposer sa candidature en espérant, bien évidemment, que dans cette dynamique, il y aura un consensus au sein de l'opposition sur le candidat unique ou commun, c'est selon, qui devra affronter le candidat de la majorité. Alors, parlant justement de la présidentielle, vous l'avez dit, Jean-Pierre Bemba va déposer son dossier demain. Quelles sont ses chances, ou plutôt ses atouts pour cette élection du 23 décembre? Alors, indéniablement, sa popularité qui peut plaider en sa faveur. Il y a par ailleurs le fait qu'une recomposition politique est déjà observable au niveau de l'opposition, même si aujourd'hui cela se fait, je dirais, à un rythme plutôt lent. Mais il y a aussi évidemment ce débat récurrent au sujet de son éligibilité ou pas. Et ça, évidemment, cela dépendra
de la CENI et le cas échéant de l'organe qui sera chargé de valider en dernier ressort sa candidature. Mais je ne suis pas Madame Soleil, donc je pense qu'il faut d'abord laisser à Jean-Pierre Bemba le soin de déposer sa candidature. Pour la suite, on verra. Alors, en quelques mots, un autre opposant dont on parle, c'est Moïse Katumbi qui est annoncé, mais l'on n'est pas encore sûr. Comment les choses se présentent pour lui? Écoutez, cela fait quand même presque 2 ans que nous sommes habitués à des annonces de retour avec des dates précises. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas très bien passé pour Moïse Katumbi. Est-ce qu'un geste du régime pourrait être éventuellement posé pour lui permettre de revenir? Je n'en sais absolument rien, on verra. Nous sommes tous au courant du fait qu'il a déposé une demande pour une autorisation de survol et d'atterrissage pour la ville de Lubumbashi. On sait qu'il vient par ailleurs d'Afrique du Sud. Voilà. Tout dépendra du bon vouloir en fait du pouvoir, tout simplement. Voilà. Henri Désiré Nzouzi, journaliste et analyste politique, merci. Toujours en RDC, les autorités congolaises ont confirmé une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu, où plusieurs personnes ont été affectées avec des cas de décès. Le virus Ebola est confirmé en province du Nord Kivu, territoire de Beni, agglomération de Mangina, a écrit le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, sur son compte Twitter, non sans appeler au calme et à la prudence. Le ministère de la Santé l'a annoncé après confirmation des analyses à l'INRB, l'Institut national des recherches biomédicales. L'épidémie éclate une semaine à peine après celle qui a frappé l'ouest du pays dans la province de l'Équateur. Au Zimbabwe, la ZANU-PF, le parti au pouvoir, peut d'ores et déjà savourer sa victoire aux législatives de lundi. Le parti d'Emerson Mnangagwa a obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, selon des résultats officiels partiels annoncés ce mercredi. Sur 153 circonscriptions déjà comptabilisées, la ZANU-PF obtient 110 sièges. Le MDC, le Mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa, n'obtient lui que 41 sièges. Au moins 3 personnes ont déjà été tuées à la suite des manifestations, alors même que les résultats de la présidentielle sont toujours attendus et que les Zimbabwéens dénoncent déjà une mascarade électorale. Les précisions de Irénée Herman Umbo. En proie à de sérieuses violences, Harare vit l'un des moments les plus sombres de son histoire depuis la chute de Robert Mugabe. Les militants de l'opposition dénoncent une confiscation du pouvoir par la ZANU-PF, parti au pouvoir au Zimbabwe depuis 38 ans. Comment pouvons-nous dire que ces élections ont été libres et équitables? Elles ne sont pas transparentes. La preuve, les gens sont tous dispersés, comme vous le voyez, et ils veulent se faire entendre. Il y a une frustration grandissante depuis le jour des élections qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Une frustration à cause de la lenteur de la commission électorale zimbabwéenne à annoncer les résultats. Sur 153 des 210 circonscriptions du pays, la ZANU-PF a obtenu 110 sièges, tandis que l'opposition n'a remporté que 41. Quant aux résultats de la présidentielle, il ne fait aucun doute qu'ils sont en train d'être truqués, martèle le Mouvement pour le changement démocratique qui n'entend pas se laisser faire. Le principal parti d'opposition envisage cependant 3 options pour réclamer justice. La première est que nous pouvons saisir des tribunaux si nous estimons détenir suffisamment de preuves. La seconde option est que la loi nous autorise à manifester et à soumettre des pétitions. Ce sont des options légales. L'autre option est bien sûr la pression diplomatique et ainsi de suite. Les observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union européenne, ont salué le climat politique dans lequel se sont tenues les élections générales au Zimbabwe. Ils déplorent cependant des cas d'intimidation et de pression dont certains électeurs ont été victimes. Les résultats de la présidentielle sont attendus samedi. Un reportage d'Adita Powell, envoyé spécial de VOA au Zimbabwe. Élection toujours. Les Maliens, eux, sont toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche. Dans une sortie médiatique à la maison de la presse de Bamako ce mercredi, 16 candidats de l'opposition ont dénoncé des irrégularités dans le déroulement du scrutin, prévenant qu'ils n'accepteraient pas des résultats affectés par de telles irrégularités.
La mission d'observation de l'Union africaine a pour sa part appelé les Maliens à l'Union, quelle que soit l'issue du scrutin. L'ancien président béninois Boni Yayi souhaite qu'aucun problème politique ne vienne se greffer à la crise sécuritaire. À propos de sécurité, justement, au moins 4 militaires maliens et 8 djihadistes présumés ont été tués hier à Ségou, dans le centre du pays, où une mission de sécurisation des opérations électorales est tombée dans une embuscade. C'est ce qu'indiquent des sources militaires et administratives. Le bilan pourrait encore s'aggraver. La plupart des incidents qui ont perturbé le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche se sont déroulés dans cette même région du centre du Mali. Les 3 journalistes russes tués dans le pays enquêtaient sur la présence de la société paramilitaire russe Wagner en RCA, où la Russie a déployé des instructeurs militaires. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le Centre de gestion des investigations, un projet lancé par l'ex-oligarque et opposant en exil Mikhail Khodorkovsky, avec lequel ces journalistes collaboraient. Les 3 hommes ont été assassinés dans la nuit de lundi à mardi, près de Sibout, dans le centre de la Centrafrique, par des hommes armés, selon des sources centrafricaines. Une activiste nigériane construit des écoles dans le sud de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, où de nombreux élèves ont arrêté leurs études par crainte des attaques des islamistes de Boko Haram. Baptisée Education Must Continue, l'éducation doit continuer, cette initiative touche les minorités chrétiennes dans cette région à prédominance musulmane. Chika Outa s'est rendue sur place. Le récit est de Blanche Sanou. Les enseignants se rencontrent sous les arbres ou dans les espaces ouverts pour rester vigilants et s'enfuir en cas d'attaque. Le groupe terroriste Boko Haram demeure un danger dans la région. J'étais ici en ville quand ils sont venus. Je vivais avec ma mère et mon père. Nous avons juste entendu des coups de feu et nous avons commencé à courir. Malgré la menace, les enseignants sont retournés chez eux à Lassa. Ils dispensent des cours dans un vieux bâtiment scolaire. C'est pourquoi Rebecca Gadzama et son mari ont cofondé une école. Leur but est d'apporter une éducation de qualité dans une région où Boko Haram a détruit la plupart des écoles publiques. Nous ne sommes que des privés, de bons citoyens et des natifs de cette région. Nous ne pouvions pas emmener les enfants à l'école publique parce que nous ne savions pas quand le gouvernement allait rouvrir les classes. Nous avons donc ouvert cette école. Rebecca supervise le travail des élèves pour s'assurer que tout se passe bien, vu le traumatisme que beaucoup de ses enfants ont subi. Elle espère que la bibliothèque de l'école les aidera à guérir. La construction d'autres écoles est en cours pour aider les enfants à acquérir plus de compétences, à les préparer à un avenir meilleur. La Commission européenne est prête à augmenter le financement de l'Espagne et du Maroc pour aider à une augmentation de la migration à travers la Méditerranée occidentale, bien que le budget soit limité. C'est ce qu'a fait savoir son président Jean-Claude Juncker. Monsieur Juncker a tweeté la copie d'une lettre donnant au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez l'assurance de l'Union. À ce propos, Madrid s'attend à dépenser 30 millions d'euros pour les premières arrivées de migrants. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a demandé à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, de mettre fin à l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Une enquête qui empoisonne sa présidence, affirmant que l'enquête est minée par des conflits d'intérêts. C'est la fin de cette première partie du Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Doit-on autoriser la fabrication d'armes à feu sur imprimante 3D aux États-Unis? La question suscite une controverse au sein de l'administration, du Sénat et de la justice. La technologie au service de la médecine. Nous vous ferons découvrir une initiative au Rwanda où une application mobile est en train de révolutionner les habitudes. L'Oyali 2018 tire à sa fin. 200 de jeunes leaders africains de demain ont séjourné aux États-Unis. L'échange d'expériences était au menu de leur séjour. Place à présent à un moment que les amoureux de la technologie attendent chaque mercredi avec impatience dans ce journal Afrotech présenté par Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. Direction Lagos au Nigeria où Google vient de lancer un réseau gratuit de bornes Wi-Fi. Une action qui vient renforcer sa présence dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La firme technologique a établi un partenariat avec 21st Century, le fournisseur nigérien de services Internet, pour installer 6 de ses stations Google de services Wi-Fi gratuits dans la capitale nigériane, y compris l'aéroport. Google compte collaborer avec d'autres fournisseurs de services Internet pour atteindre des millions de Nigériens dans 5 villes d'ici la fin de 2019. Alors, selon le géant Internet, la profitabilité de l'opération résidera dans la publicité affichée sur la page d'accueil de la connexion Wi-Fi. Après l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Thaïlande, le Nigeria est maintenant le 5e pays à lancer les stations Google. Voilà des stations qui vont donc apporter du Wi-Fi à l'Afrique. Chaque semaine, vous avez un focus de la semaine. Qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine? Oui, John, la semaine dernière, nous avons parlé de vieillissement du jean grâce à l'impression 3D. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir les résultats des chercheurs de l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ces derniers expérimentent depuis un certain temps un nouveau type de matériau, du fil textile. En 2 mots, comment ça marche? Une machine à tricoter sophistiquée de taille industrielle reçoit des instructions sur le design à réaliser grâce à un logiciel. En utilisant un stock élastique et des ficelles intégrées appelées tendons, la machine peut ainsi imprimer ou, si vous préférez, tricoter des vêtements fantaisistes ou de tout type, y compris des éléments mous pour les robots. Alors, il faut savoir que le boom de l'impression 3D n'est pas tant dû au matériel qu'au logiciel d'édition et d'impression qui ne cesse de repousser les limites. Alors, John, à cette allure, ce n'est plus chez le tailleur que nous allons aller, mais plutôt chez l'imprimeur 3D. Alors, et pour finir, folie d'invention ou bien? Plutôt folie d'armes à feu. Et nous restons dans le monde de l'impression 3D. Et en effet, c'est aujourd'hui que le groupe texan Defense Distributed prévoyait publier légalement en ligne des informations de téléchargement gratuit permettant à n'importe qui d'imprimer une arme 3D en plastique. Mais hier, la justice américaine a temporairement suspendu la mise en ligne de ces plans numériques. Un tribunal fédéral de Seattle a fait droit à la demande des procureurs de 8 États américains et de la capitale fédérale Washington qui sont contre l'accès à ces plans. Retour sur la controverse dans ce reportage. L'interdiction du juge Robert Lasnik empêche pour l'instant le public d'utiliser une imprimante 3D, comme celle-ci, pour fabriquer leurs propres armes à la maison. La décision bloque l'accord intervenu entre l'administration Trump le mois dernier et cet homme, Cody Wilson, qui en 2013 avait posté des plans en ligne pour un pistolet imprimable. Pour moi, c'est une preuve d'égalité radicale. Tout ce que les forces de l'ordre et les militaires peuvent avoir, je crois qu'un individu doit pouvoir se le procurer. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Plus tôt cette semaine, 8 États et Washington DC ont déposé une plainte contre l'administration Trump, affirmant que les armes étaient trop dangereuses. Aucune vérification d'antécédents, aucune période d'attente, aucun numéro de série. Certains de ces pistolets imprimés en 3D sont fabriqués avec des matériaux qui ne déclenchent pas les détecteurs de métaux. C'est bientôt dans une salle de ciné près de chez vous, dans une école de votre quartier, dans un stade de sport ou n'importe quel lieu public que vous les retrouverez. Ces armes fantômes sont la nouvelle vague de violence armée aux États-Unis. Mardi, même le président Donald Trump, un partisan du droit de porter des armes à feu,
a exprimé des réserves au sujet des armes à feu imprimables, disant dans un tweet qu'il avait parlé à la National Rifle Association de la vente d'armes à feu imprimables et que cela n'a pas beaucoup de sens. Wilson Cody affirme que la première fois qu'il a publié ses plans, plus d'1 million ont été téléchargés avant qu'il ne soit forcé de les retirer. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, encore plus de gens connaissent les armes 3D et ils ont la technologie d'impression pour les fabriquer. Alors, John, il faut rappeler que la loi fédérale américaine sur les armes à feu indétectables de 1988 interdit la présence dans les lieux publics tels que les aéroports de canons ne contenant pas assez de métaux détectables. La loi n'exige cependant pas que les parties métalliques soient non amovibles, ce qui permet à certains fabricants de pistolets imprimés en plastique 3D de prendre avantage de cette faille en créant des inserts métalliques qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'arme. Voilà, c'est tout pour Afrotech de cette semaine et n'oubliez pas de nous faire part de vos innovations en nous écrivant à voaafrique@gmail.com. Merci Azuma, les armes, de quoi relancer le débat ici et on vous retrouve la semaine prochaine. On reste avec la technologie, mais cette fois au Rwanda, Babil Healthcare est une application mobile qui a désormais plus de 2 millions d'utilisateurs. Selon ses concepteurs, l'application permet d'alléger la charge des médecins, de réduire le temps d'attente et de faciliter l'accès aux soins pour les habitants des zones rurales. Plus de détails avec Lily Erling. Des cliniques isolées, des longues heures d'attente, des médecins surchargés. Babil propose une solution, une application smartphone lancée en 2016 qui peut diagnostiquer les maladies, générer les ordonnances et sauvegarder l'historique médical des patients. Entre 80 et 90% de nos clients actuels viennent des zones rurales, pas de la ville. Je pense que c'est parce que dans la ville, les gens ont accès aux services médicaux. Ce produit est plus important pour ceux qui n'en ont pas accès, c'est-à-dire les habitants des zones rurales. En ville aussi, l'application a ses avantages. Une consultation Babil a beaucoup d'avantages. Vous ne payez pas tous les frais parce que vous utilisez votre portable et vous ne gaspillez pas des heures à faire la queue comme les autres. Vous venez chercher vos médicaments et vous vaquez à vos occupations. C'est vraiment un grand avantage et une méthode intelligente. Ceux qui n'ont pas de smartphone peuvent contacter le centre d'appel situé à Kigali, où les infirmiers effectuent plus de 800 consultations par jour grâce aux questions rédigées sur l'application. Avec ce système, Babil ambitionne d'améliorer le service sanitaire au Rwanda, tandis que son entreprise sœur, Babylon Health, a déjà des projets en cours en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Ils sont jeunes, viennent de partout en Afrique et sont considérés comme de futurs leaders pendant 6 semaines dans le cadre du programme YALI, acronyme de Young African Leader Initiative. Des centaines de jeunes ont partagé et enrichi leur expérience ici aux États-Unis dans des domaines variés. L'édition 2018 touche à sa fin. Retrouvons Ekia Badou qui a suivi ces jeunes. Ekia, bonsoir. Que retenir de ce YALI 2018 qui tire à sa fin? Oui, bonsoir John. Oui, effectivement, ça s'achève, ce 5e sommet. Et on peut retenir la détermination, l'engagement de ces participants. Il faut rappeler que cette année, 37 000 candidatures ont été reçues et chacun des 700 retenus cette année repart étant plus perfectionné dans son domaine. 100 jeunes vont poursuivre l'aventure avec 6 semaines en immersion dans de grandes entreprises. Hier, j'ai pu rencontrer des jeunes vraiment déterminés à faire bouger les lignes sur le continent. Ils venaient de 48 pays d'Afrique subsaharienne et ont pu agrandir leur carnet d'adresses avec des rencontres avec des groupes de la société civile, du secteur privé et public. Les officiels américains disent qu'ils sont engagés à soutenir la prochaine génération de leaders africains. Voyez les précisions d'Anastasie Tidiesh. Près de 2 tiers de la population du continent africain a en dessous de 35 ans, ce qui fait dire aux responsables américains que le succès de cette génération sera décisif pour la bonne gouvernance et le développement économique du continent. Et pour le sénateur Chris Coons, le futur du continent s'écrit maintenant.
Souvenez-vous qu'ensemble, vous formez une communauté remarquable. Pas des leaders du futur, mais des leaders d'aujourd'hui, du continent avec le plus grand potentiel du siècle, qui devrait guider le reste du monde. 700 jeunes leaders africains sont actuellement à Washington grâce au programme qui inclut des formations dans diverses universités et entreprises américaines. Ouvrant le sommet, la fille et conseillère du président, Ivanka Trump, a souligné que les objectifs du programme correspondent aux intérêts conjoints des États-Unis et de l'Afrique. Des initiatives comme le YALI sont cruciales pour assurer la paix et la prospérité économique globale, comme elle cherche à préparer nos futurs leaders nationaux et internationaux à réussir dans une économie moderne, de même qu'à offrir les mêmes opportunités aux femmes et aux hommes pour qu'ils réalisent leur potentiel maximum en Afrique et à travers le monde. Ce sommet marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela et a pour thème « Vivre le patrimoine de Mandela », s'engageant à la promotion de l'égalité et à la défense de la justice face à l'adversité. Merci Eki Abadou et bon vent à tous ces jeunes. Un qui a de la jeunesse dans ses jambes, c'est Yacouba Ouedraogo et nous sommes là en sport. Bonsoir Yacouba. Amis sportifs, une fois n'est pas coutume, nous commençons par de l'athlétisme. Le coup d'envoi des championnats d'Afrique qui devait être donné aujourd'hui même au Nigeria a été décalé. Plusieurs dizaines de participants ont eu du mal à rejoindre la capitale de l'État du Delta où les compétitions doivent se tenir. Le manque de vol des compagnies aériennes expliquerait ce retard accusé par les délégations. La Confédération africaine d'athlétisme a alors été contrainte de chambouler son programme. Toutes les compétitions prévues dans la matinée ont été annulées. Les épreuves de 100 mètres hommes et dames ont été reportées jusque dans la soirée, de même que la finale des 10 000 mètres hommes. On change de discipline et de pays. En Égypte, les joueurs du Zamalek démarrent leur saison avec une amende à payer au club. Le président du Zamalek, Mortada Mansour, a fait fort dès la première journée de la nouvelle saison. Mécontent que son club débute par un match nul face à Petrojet 0-0. Mansour a infligé une amende de 100 000 livres égyptiennes, environ 4 800 €, à ses joueurs. Il dit justifier cette amende par les occasions faciles qui ont été manquées lors de la rencontre. En Europe, Lucas Digne a signé pour 5 ans à Everton. Le défenseur international français a signé pour un montant estimé à 21 millions d'euros. Digne, sélectionné à 21 reprises et qui était réserviste pour le Mondial 2018, avait rejoint le FC Barcelone en 2016 après avoir porté successivement les maillots de Lille, du Paris Saint-Germain et de l'AS Rome. Il ne s'est jamais imposé comme titulaire à part entière dans l'équipe catalane où il n'a disputé que 29 matchs de championnat en 2 saisons. C'est ici qu'on s'arrête pour cette page sportive. On se dit à demain. Merci Yacouba Ouedraogo. C'est aussi ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne, s'il plaît à Dieu. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.